Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Live Invest, c'est le premier rendez-vous 100% digital des épargnants. Vous le savez, depuis lundi et jusqu'à demain, vendredi, on fait le tour de votre patrimoine, de votre épargne. Après l'assurance vie, l'immobilier et le plan d'épargne retraite. Et avant de s'intéresser demain à ce qui se passe du côté de l'ESG, de la finance responsable, on va voir ce qui se passe du côté de la bourse. Puisque vous le savez, cette année 2020 a été très particulière pour les investisseurs et les boursicoteurs. Il fallait vraiment avoir le cœur bien accroché puisque la bourse a dévissé comme aux pires heures de la crise financière avant de se reprendre de manière spectaculaire en cette toute fin d'année. Alors on va parcourir tout au long de cette matinée les ressorts de la bourse, comment débuter, sur quoi investir, quels sont les frais, quels sont également les risques, les pièges à éviter, comment finalement bien investir. Nous allons aussi nous intéresser aux différents produits de bourse car oui, il n'y a pas que les actions. On verra cela avec l'ensemble de nos spécialistes. Mais on démarre tout de suite avec Roland Prévost. Bonjour Roland. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable de l'investissement individuel sur actions chez Euronext. Et avec vous, on va répondre à cette question. La bourse, est-ce l'investissement à privilégier ? Live Invest, la bourse, l'investissement à privilégier ? Alors oui, parce qu'en effet, vous avez dit à juste titre que les marchés ont beaucoup bougé ces derniers temps avec de la grosse volatilité, c'est-à-dire des prix qui ont beaucoup varié très rapidement. On l'explique, on se souvient. Crise sanitaire, ça démarre fin février, le premier mort malheureusement en Italie. Et juste après, on commence à avoir une cassure de 5% très rapidement. Et puis, ça baisse jusqu'à moins 20, moins 25, moins 30%. Le problème, c'est qu'on l'avait fait, ce creux, déjà en 2008 avec la crise financière. Là, on le fait en moins d'un mois à relancer. À ce moment-là, c'est vrai que je le disais en préambule, ceux qui étaient sur la bourse, ils ont dû avoir un petit peu chaud de voir toutes leurs valeurs baisser comme ça d'un coup. Tout à fait. Et finalement, ce qu'on a observé, c'est que les investisseurs individuels sont allés vers la bourse, non seulement sur les actions, mais aussi sur les autres types de produits, et pas seulement depuis la crise du Covid, mais même avant, depuis l'IPO de la FDJ. Et depuis, de plus en plus, on voit que la part de l'investisseur individuel en bourse augmente énormément, notamment sur actions. L'année dernière, on parlait à peu près de moins de 2% de l'investissement individuel dans les transactions boursières. Maintenant, on avoisine les 5-6%. Ouais, donc c'est vraiment considérable, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pouvait penser, les investisseurs, ceux qui nous regardent, les épargnants ne se sont pas du tout détournés, mais au contraire se sont dit c'est peut-être le moment d'investir, là il y a un creux. Pour ceux qui étaient investis déjà, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais cela dit ça peut être une occasion de renforcer ses positions. Pour ceux qui n'y étaient pas, ça a été un appel d'air, vous l'avez dit, il y a eu l'IPO, c'est-à-dire l'introduction en bourse de la Française des Jeux, et puis là ils se sont dit c'est peut-être le moment de passer à l'action, donc ça a beaucoup augmenté, on parle de 150 000 à 200 000 nouveaux investisseurs. Est-ce que vous confirmez ce chiffre, Roland Prévost ? Tout à fait. Alors nous, côté bourse, on n'est pas en relation directe avec les investisseurs, mais plutôt en relation avec les courtiers retail, c'est-à-dire d'investisseurs individuels. Cependant, tout récemment, le régulateur, donc l'AMF, a publié des données sur les nouveaux investisseurs, les nouvelles ouvertures de compte qu'on a eues. Et on a beaucoup parlé d'investisseurs un petit peu plus jeunes, qu'on pourrait qualifier de millennials. Sauf ce qu'on a moins dit, c'est que même leur comportement d'investissement est nouveau et différent. C'est-à-dire qu'on est sur des investisseurs qui sont plus connectés, davantage avisés, qui vont suivre la vie des entreprises, qui vont suivre les tendances. Et donc ça nous amène sur de nouveaux types d'investissements. Par exemple, en bourse, on a vu de très grosses performances sur les PME et ETI, notamment dans le domaine de la techno, du digital, même de la santé. On a vu dans le domaine techno qu'on a surperformé, même le CAC 40 à presque plus 25%. Et donc ces tendances-là ont été observées par ces nouveaux investisseurs qui sont encore une fois très avisés, très renseignés. Et on s'est retrouvé avec des records en termes d'investissement sur les PME ETI, avec en octobre 44% des investissements particuliers qui se sont faits sur les PME ETI, alors que l'année précédente,
précédente, pour le même mois, on était plutôt aux alentours des 16%. Oui, effectivement. Donc, on voit les nouveaux investisseurs en fait qui s'intéressent à ces petites valeurs. C'est là aussi où il y a, vous le disiez tout à l'heure, un peu plus peut-être de volatilité, les bons coups à faire entre guillemets. Mais attention, la volatilité, c'est dans les deux sens. Ça peut monter beaucoup, ça peut aussi baisser beaucoup. Est-ce qu'on a une idée justement, vous parlez des nouveaux investisseurs plus jeunes, plus informés, peut-être plus connectés, on peut l'imaginer aussi, qui passent beaucoup de temps sur leur mobile. Est-ce que on a une idée du panier moyen, j'allais dire, c'est combien ils investissent ces gens? C'est peut-être pas, s'ils sont plus jeunes, ça veut dire un ticket moyen peut-être un peu moins élevé peut-être que leurs prédécesseurs? On est aux alentours, pour un investisseur retail, on est aux alentours d'un ticket moyen qui va être dans les 3 000, 3 500 euros sur le marché action. Sur d'autres types de produits, pour des raisons bien particulières comme les obligations, ça va être beaucoup plus, mais généralement c'est 3 000, 3 500 euros. En termes de volume traité par jour, aujourd'hui on est sur 600 millions d'euros qui est négocié par les investisseurs particuliers sur la Bourse de Paris, alors qu'encore une fois l'année dernière on était plutôt sur les 200 millions d'euros. Donc on a vraiment des volumes traités par les investisseurs particuliers qui ont triplé littéralement. Tiens, on a une première question de Claudia qui nous demande: quel ETF pour un PEA en poche sécuritaire quand on s'approche d'une conversion en rente? Alors, on va préciser, parce que déjà, ETF, PEA, on est déjà sur deux acronymes. Les ETF, ce sont ces trackers, ces poches d'investissement qui vont suivre un indice. Par exemple, on achète le CAC 40, on a peu ou prou la performance du CAC 40. Et le PEA, c'est le plan d'épargne en actions. Effectivement, chez Euronext et ce que vous traitez, il n'y a pas que les actions, Roland. Il y a les obligations, il y a, on va le voir, les produits de bourse un peu plus tard dans la matinée. Et il y a aussi ces ETF, ces fameux trackers. Et on le sait, ça le vent en poupe, hein, peut-être c'est la question de Claudia. Tout à fait. Donc les ETF, donc les Exchange Traded Funds, c'est-à-dire les fonds listés et négociables en bourse, ont déjà bien la cote depuis quelques années. Donc c'est, comme vous l'avez très très bien dit, des instruments financiers qui vont aller traquer la valorisation d'un indice, comme le CAC 40, comme vous l'aviez cité. Et on observe que ces instruments sont de plus en plus négociés par des investisseurs retail. Je vous parlais tout à l'heure de la part du retail dans les transactions boursières sur actions. Là, en l'occurrence, sur les ETF, déjà l'année dernière, on était à peu près à 6,5% d'investissement retail sur ces produits. Aujourd'hui, on avoisine les 12%, avec des volumes en provenance de l'investisseur particulier qui ont plus que doublé depuis l'année dernière. Ouais, d'accord. Alors après, c'est vrai, sur la question particulière, là, il faut peut-être se rapprocher plus de son conseiller en gestion de patrimoine. Il faut le dire que ces ETF, ces trackers, il y en a vraiment des tonnes, j'allais dire, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien, et même dans un plan d'épargne en action, c'est-à-dire une poche fiscale avantageuse, investir aujourd'hui, non seulement, on le disait, sur le CAC 40, mais également, pourquoi pas, sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur l'Espagne. On peut même aller à l'étranger. Tout à fait. Ce n'est pas qu'on va investir sur un ETF listé en Bourse de Paris qu'on va obligatoirement suivre un indice parisien. En effet, sur la Bourse de Paris, on va avoir des indices monde et même des indices qui vont suivre des actions qui ne sont pas forcément listées sur la Bourse de Paris, je vous le confirme. Voilà, donc c'est la possibilité. On le rappelle, tous ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'il faut même peut-être sortir un peu des frontières. On a tendance à regarder nos investissements, nos belles valeurs franco-françaises, et Dieu sait si on a, mais il faut aussi regarder ce qui se passe, pourquoi pas, sur les pays émergents, sur les États-Unis, là, qui volent de record en record, le Nasdaq en tête, peut-être également sur la Chine. En tout cas, on peut comme ça diversifier. Une question, encore une fois, sur ces nouveaux investisseurs, concernant les courtiers. Les courtiers, on le sait, il y a les grands noms bien connus, les Boursorama, Fortuneo, Bing, Saxo, qui ont fusionné, Bourse Direct. Est-ce que c'est un peu, comment on fait pour choisir son courtier? Et tiens, d'ailleurs, est-ce que les nouveaux investisseurs sont allés plutôt vers ces courtiers que je viens de citer, ou bien vers leur banque quand il s'agit de commencer en bourse? Donc, les investisseurs particuliers sont allés sur les courtiers digitaux, c'est-à-dire les plateformes web, bien sûr. Par contre, cela ne veut pas forcément dire c'est néo-courtiers, c'est des néo-banques, comme vous le mentionniez. Bien évidemment, aujourd'hui, même les courtiers traditionnels présentent des plateformes web qui sont très efficaces et elles ont eu beaucoup de succès.
J'aurais envie de dire d'aller tout de même vers les courtiers traditionnels, parce que c'est l'assurance de négocier en bourse, donc de négocier au meilleur prix. Et lorsqu'on est sur une période avec beaucoup de volatilité, le prix est important, la qualité de marché est importante. On va avoir sinon des écarts si on n'est pas, par exemple, si on passe pas par la plateforme Euronext via d'autres plateformes. Ben pour faire très simple, vous avez certainement entendu parler de ces nouveaux courtiers qui ont des prix très agressifs en termes de frais de courtage. Ce qu'il faut savoir, c'est que certes, leur mode de rémunération ne se fait pas sur les frais de courtage, mais il va se faire davantage sur le prix d'exécution. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, l'ordre ne va pas être transmis en bourse, il va être transmis auprès d'un partenaire particulier qui va être généralement un trader algorithmique ou une grande banque. Et la rémunération va se faire sur ce prix d'exécution. Et par exemple, on a publié récemment des chiffres de Quanthouse, qui est un spécialiste des données de marché, qui disait que lorsqu'on traite en bourse, on a une amélioration de prix pour un investisseur particulier qui va avoisiner en moyenne les 1,55 € par rapport à une transaction qui se fait sur une solution alternative. Mais j'ai envie de dire, même sur un courtier traditionnel, votre ordre peut ne pas être négocié en bourse. Oui, mais je dirais que ça, c'est assez difficile quand même. C'est vrai qu'on fait confiance quand même à son courtier. On se dit, on va essayer d'avoir le meilleur prix possible, on le comprend, plutôt donc sur des banques ou les courtiers installés, on va dire, plutôt que c'est vrai qu'on a encore une nouvelle gamme maintenant de courtiers qui arrivent où il n'y a pas du tout de frais. On pense à Robinhood, on pense à des systèmes comme ça. Donc là, vous mettez en garde, si je comprends bien, Roland Prévost, attention, pas de prix ou pas de gratuité sur les frais, ça veut dire que peut-être le prix, vous le retrouvez dans le produit. On fait très simple pour illustrer, c'est comme si finalement on vous disait, tiens, sur ce produit, les frais de livraison sont gratuits, sauf que le prix coûte peut-être 10 € plus cher. C'est exactement ça. Alors Robinhood, qui est un courtier retail américain qui fonctionne très très bien, a même une pratique qui n'est pas encore tolérée en Europe, qui est ce qu'on appelle le payment for order flow. C'est-à-dire que Robinhood va vendre le flux, donc votre flux, vos ordres particuliers auprès d'un trader algorithmique. Lui-même va se faire rémunérer par le trader algorithmique qui lui compensera ses coûts sur le prix d'exécution. En Europe, on n'a pas encore tout à fait ce mode de fonctionnement. Cependant, on a, et donc même des courtiers traditionnels qui vont router vos ordres vers d'autres plateformes alternatives, qui va les mettre en relation avec des traders algorithmiques. Et ces plateformes vont finalement réduire les coûts pour les courtiers traditionnels. Le problème, et là où c'est un petit peu plus dérangeant, c'est que l'investisseur particulier, lui, paiera les mêmes frais de courtage, finalement, entre un ordre qui est exécuté en bourse d'un ordre qui est exécuté sur une plateforme alternative. Et quand je parle de qualité d'exécution, c'est pas uniquement le prix d'exécution, mais c'est aussi la liquidité, c'est-à-dire les délais d'exécution. Ouais. Quand on est dans une période qui est très volatile, avec des prix très changeants, quand on a un délai significatif pour sortir de sa position, c'est-à-dire pour vendre son action, ça peut avoir des dégâts financiers. Ouais, des dégâts effectivement considérables, même si on n'a qu'une poignée d'actions. On n'est pas sur des gros institutionnels, j'imagine, mais c'est vrai que ça peut être dommageable. Donc attention, on entend. Donc votre conseil, Roland Prévost, c'est rester sur les banques ou courtiers régulés, donc ceux qui sont directement liés, branchés, on va dire, sur Euronext. Tiens, d'ailleurs, Euronext, dernière question, Roland, c'est coté en bourse ? Tout à fait, c'est coté en bourse. Parce que finalement, Euronext, c'est une grosse SS2I, comme on dit. Il y a beaucoup de techno, évidemment. C'est quoi Euronext aujourd'hui ? Alors, Euronext, c'est certes la bourse de Paris, mais pas seulement. C'est la bourse de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et même bientôt Milan, étant donné qu'on a fait l'acquisition tout récemment de Borsa Italiana. Donc Euronext, en effet, c'est une société très portée sur l'IT. Parce que l'infrastructure financière s'est beaucoup modernisée ces derniers temps, non seulement côté courtier, comme on le disait, mais aussi côté exchange. Et
Et c'est une société qui présente, comme vous l'aviez dit, tout type de produits à la négociation, actions, obligations, produits de bourse, fonds. Voilà, et une entreprise en tout cas qui se développe bien, on l'a vu, et on peut suivre évidemment le cours également d'Euronext sur sa plateforme. La boucle est bouclée. Un grand merci Roland Prévost. Voilà, en tout cas un grand oui, on l'a compris, à cette bourse, un investissement à privilégier, modéré de attention à la plateforme que vous choisissez. Je rappelle Roland que vous êtes responsable retail, c'est-à-dire investisseur particulier chez Euronext, ces investisseurs particuliers qui sont de plus en plus nombreux et qui ont profité cette année de la volatilité. Un grand merci d'être passé par Live Invest. Merci à vous. À très bientôt. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.